Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Une émission débat, d'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. Sous le signe de la sagesse africaine, Tout seul, On va plus vite. ensemble on va plus loin. On va plus loin. Bonjour et bienvenue dans Les Africains parlent aux Africains. Aujourd'hui, nous allons revenir dans cette émission sur l'une des colonisations les plus brutales, la colonisation du Madagascar par la France à partir de la fin du 19e siècle jusqu'à 1960. La France occupe le Madagascar à partir du 18 janvier 1996, au moment où l'île Rouge était gouvernée par la reine Rana Valona II. Madagascar est déclarée colonie française suite à la promulgation de la loi du 6 août 1996. Pour revenir sur cette colonisation brutale, j'ai le plaisir de recevoir avec moi dans les studios d'Ifriqiya FM Mzhora Lahiani et Samuel Akizimana. les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Je commence avec vous, Mzhora. C'était une colonisation brutale. Oui, effectivement. La conquête de Madagascar par les Français, c'était vraiment brutal. Et ça a commencé même avant. Avant, oui, exactement. Ça a commencé avant, quand ils ont établi des relations. Et après, c'est à partir de la conférence de Berlin en 1985 que quand ils ont compris que c'est là où ils ont partagé l'Afrique, Oui. que la France a commencé réellement à envoyer des militaires au Madagascar pour la conquérir définitivement. Samuel, cette colonisation qui intervient donc justement après la conférence de Berlin de 1885. Oui, effectivement, on revient sur cette colonisation où on a vu que après, comme on aime dire, lorsque le gâteau a été partagé et qu'on avait distribué les parts à chacun d'entre, soi-disant, les grandes puissances, où ils ont été mis, le Madagascar a été mis sous la houlette du maître de la France, où on voit que c'est là où moi je dirais c'est la descente aux enfers qui va commencer pour les Malgaches, même si ils aiment, je vais déjà dire aux chers auditeurs, c'est pour ça même les habitants du Madagascar n'aiment pas qu'on les appelle des Malgaches, ils aiment qu'on les appelle des Malagasy et non pas Malgaches. Exactement. En hommage à cette période-là, parce que sur cette période-là où on a vu des propriétaires terriens qui ont été confisqués de leurs terres, où on a vu que les gens étaient torturés, des travaux forcés, où il n'y avait pas de pitié, où la France était là pour s'accaparer de la richesse, parce que ce qui les intéressait seulement, c'était s'accaparer de cette richesse-là, et non seulement ça, que soit le côté de la terre ou les ressources naturelles, etc. Et même juste pour revenir sur un des points, ça m'interpelle parce que un jour j'étais en train de regarder un documentaire sur le Madagascar où une personne était en train de dire, vous savez, quand on a été colonisé par les Français, ils nous ont créé des routes, mais les routes en réalité qui ont été créées parce que jusqu'à présent au Madagascar il y a des problèmes des routes, parce que si on part au Madagascar on va trouver que il n'y a pas des routes. Les routes qui ont été créées par des Français, c'était des routes qui permettaient à ce que ça sorte vers les mines pour l'exploitation des ressources naturelles, vers le port pour l'exploitation, donc c'est-à-dire que pour amener l'acheminement des matières premières des mines jusqu'au port. des mines jusqu'au port pour l'extraction. C'est-à-dire que non seulement les gens qui travaillaient dans ces mines-là, ils étaient mal payés, ils étaient exploités, torturés, frappés. C'est-à-dire que c'était un système qui était là pour favoriser les intérêts de la France. D'ailleurs, vous faites bien de le souligner parce que la colonisation a mis en place un système hypocrite. Soi-disant, en 1896, ils ont aboli l'esclavage, mais ils ont instauré le travail forcé qui était beaucoup plus brutal que l'esclavage lui-même. N'est-ce pas, Mzhora? Oui, effectivement. Quand ils ont signé le traité, c'était pour les deux pays. Oui. Ils ont aboli l'esclavage et tout ce qui s'ensuit, mais ils ont imposé le travail forcé. Donc, c'est en quelque sorte remplacer quelque chose d'une autre, mais qui est pire que la première. Donc, les Français, ils ont profité de la population malgache et aussi, ils ont commencé petit à petit.
même si avant ils ont laissé les administrations, mais ils ont commencé à conquérir même les administrations, les postes politiques et administratifs petit à petit. Il parlait de la construction des routes, justement, qui ont été réalisées à l'époque, s'inscrivait dans le cadre des corvées auxquelles étaient soumis les Malgaches. Donc des corvées qui tuaient 20% des travailleurs, Samuel. Oui, effectivement, ça tuait plus de travailleurs parce que même là, quand on regarde, parce qu'en regardant même à travers les documentaires, c'est bien de regarder certains documentaires sur cette période, on va voir que même les chiffres sont pas connus. C'est-à-dire que les chiffres, Exactement. les chiffres sont, quand on demandait à des personnes pour retracer à travers cette documentaire-là, on voyait que les gens disaient même les chiffres sont pas connus parce que on a fait en sorte qu'il n'y ait même pas de traces de ce qui s'est passé parce que c'était la discrimination totale. C'est-à-dire que les gens qui travaillaient dans ces mines, ils étaient maltraités, des travaux forcés pour la construction. Et c'est ce qui est déplorable, c'est ça. Pour la construction des routes qui servaient quoi? Juste à l'acheminement. Donc ils étaient considérés comme des bétails. C'est-à-dire que il n'y avait plus d'âme humaine là-dedans. C'est-à-dire que les gens étaient là, ils étaient maltraités, les travaux forcés, les gens ils partaient sans être sûrs qu'ils allaient rentrer. Parce que lorsque la tâche à effectuer n'était pas effectuée, tu étais frappé et au-delà même tu pouvais mourir. Au même moment, pour rester dans les premières années de la colonisation, pour un petit peu montrer la brutalité de cette colonisation des premières années, du début du XXe siècle, il y avait cette notion de pacification. Donc, parce que la France occupait l'Afrique à travers donc ce procédé de soi-disant de pacification, une méthode appliquée au Madagascar par le général Gallieni, n'est-ce pas, Mzora? Oui, c'était appliqué. C'était le général Gallieni qui était à cette époque-là. Oui. Et d'ailleurs, la France, quand elle a officiellement annexé le Madagascar, c'était la catastrophe parce que la population était toujours en conflit contre les Français depuis leurs arrivées. Ils essayaient toujours de faire, des petites guerres civiles contre les Français, contre le régime politique et contre cette politique discriminatoire contre la population. Oui, là, on va voir même, par exemple, on peut rendre hommage à l'un des héros que les Malagasy aiment considérer. Comment il s'appelle? C'était Ravelo Djaona. C'était un pasteur Ravelo Djaona, où il s'est impliqué pour soulever un peu la population avec son leadership en disant il faut que certaines choses puissent cesser parce qu'il faut reconnaître en disant que c'était des discriminations pas inhumaines à tel point que imaginez une personne qui va... discrimination, parce que ils étaient... Donc, il y avait un code qu'on appelle le code de l'indigénat qui a été appliqué. On connaît qu'est-ce que ça veut dire le code de l'indigénat. C'est un code qui a fait des Malagasy des sous-hommes, tout simplement. Donc, il y avait la minorité des colons et certains privilégiés, donc malgaches, qui ont eu le statut de citoyens français à part entière, mais pas la majorité de la population. Oui, effectivement, parce que sur ce point-là, c'est même, on peut souligner en disant, pour montrer à quel point ils étaient considérés comme des sous-hommes. Vous savez, on a parlé même de leur confiscation des terres. C'est-à-dire que les terres qui appartenaient aux Malgaches étaient confisquées et étaient données aux colons français. Parce que eux, ils étaient considérés comme moi je dirais, ils étaient considérés au-delà des sous-hommes comme des bétails, c'est-à-dire que c'était comme des chevaux qui devaient effectuer des travaux pour les colons, pour leurs besoins. Et non seulement ça, parce qu'ils considéraient cette grande île qui est le Madagascar, comme une ressource, que ce soit sur le côté ressources minières, que ce soit l'élevage, le commerce de la vanille qui était important donc exactement. Au XXe siècle, et puis les clous de girofle. Il y avait donc la culture du riz aussi. La culture du riz qui était importante. Également. Donc c'était un marché qui était là, d'où même la construction des routes qui était l'un des travaux forcés pour permettre à ce que les matières premières récoltes qui étaient effectuées puissent bien être acheminées vers les ports pour qu'ils puissent partir pour la destination de la France directe. Donc l'île va subir donc un blocus pendant la Deuxième Guerre mondiale notamment. Pour un petit peu les Anglais qui ont tenté de déloger les vichistes, parce que c'était gouverné par les vichistes, et puis
ce n'est qu'après négociation avec le général de Gaulle, donc le gouvernement de la France provisoire de la France libre, que les choses vont connaître un autre tournant, donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, là, je pense que c'est à travers l'insurrection de 1947, n'est-ce pas? Mais avant, il y avait déjà une prise de conscience. Donc, il y avait donc le prince de conscience. Oui, notamment dans les milieux intellectuels, on a commencé donc à réfléchir à la nécessité de revoir le statut de l'île. Oui, effectivement. Il y avait cet éveil de conscience qu'on appelait prince de conscience au Madagascar, même avant, surtout quand il y avait l'implication de la population malagasy dans la Première et la Deuxième Guerre mondiale. C'est là où ils s'étaient confrontés à ces idéologies de libération et de l'indépendance. Et c'est là où ils ont les rébellions, elles s'étaient intensifiées à ce moment-là. Ils ont compris qu'il fallait arracher leur indépendance aussi. Donc avant 1947, c'était en 1945 que le MDMR, le mouvement démocratique de la rénovation malgache. Oui, de C'était le parti nationaliste. Exactement. Oui, c'est là où ils ont commencé à même gagner de la place dans la société et dans la population malgache. Et là, on commence donc à prévoir, à évoquer carrément l'indépendance dans des cercles restreints, Samuel. Oui, effectivement. Notamment en 1946. Et là, l'administration coloniale commence déjà à surveiller ces milieux nationalistes malgaches. Oui, effectivement. Parce que déjà, avant d'aborder ça, si on revient juste un peu récapitulatif pour que les gens puissent voir un peu la cruauté de ce qui s'est passé pendant la colonisation. Là, on parle des confiscations des terres, travail forcé, discrimination sociale, exploitation économique. C'est-à-dire que il y a un moment, moi j'aime dire qu'il y a toujours un moment où les gens disent on en a marre, en réalité. Quand il y a le côté où on en a marre, c'est-à-dire que il faut comprendre, c'est là on revient, il y a des mouvements avec certains intellectuels, c'est-à-dire que il y a toujours une prise de conscience, comme Mesura a pu le dire en disant les princes de conscience en réalité. Il y a eu des mouvements qui sont nés, c'est-à-dire que des gens qui se disent il y en a marre, parce que il est moment que nous puissions faire quelque chose pour que les choses puissent changer. Parce que à un moment, les gens, ils arrivent à prendre conscience en disant, on est prêt à mourir pour ça. Parce que qu'on le veuille pas, on a vu nos arrière-parents, on a vu nos enfants qui sont en train d'être torturés, on a vu nos femmes, on a tout vu. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit, il est temps que nous puissions faire des actions. Et c'est là où on va commencer avec des actions qui va poursuivre avec l'insurrection de 1947 normalement. Exactement. Donc, vous évoquez les procédés terribles de la colonisation qui vont provoquer, ce sont justement ces procédés de la colonisation qui vont provoquer une prise de conscience et bien donc une mobilisation des Malgaches pour réclamer leur indépendance. Mesura. Oui, effectivement. À partir de 1943 jusqu'à l'insurrection de 1947, c'est là où ils ont commencé, quand même les groupes de résistance malgaches ont lancé des attaques contre les Français. Ils ont commencé bien avant. Et puis en 1947, c'est là où l'insurrection a éclaté. Alors cette insurrection, ce n'était pas le parti nationaliste mais c'était un mouvement qui fonctionnait comme une société secrète. On l'appelle le mouvement JINA, donc la jeunesse nationaliste, qui va faire un travail de fourmi, qui va sensibiliser les militants déjà aguerris autour de l'idée d'une insurrection. Et dans la nuit du 29 au 30 mars 1947, c'est le soulèvement général sur pratiquement toute l'île du Madagascar. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est cette nuit fatidique. Après, on va aborder donc la particularité de cette insurrection. Oui, le soulèvement, il s'est rapidement répandu, propagé dans tout Madagascar, comme vous avez dit, et ils ont mobilisé tous les groupes, c'était tous les groupes de Malgaches qui étaient impliqués dedans. Oui. Et les Français, ils ont répliqué d'une manière y compris certains missionnaires, donc l'Église. Qui a été mobilisée. Oui, effectivement. Oui. Et les Français, ils ont répliqué à cette répression d'une façon atroce et qu'ils ont fait des massacres. Ce moment, ce déclenchement, est-ce qu'il a surpris
l'administration coloniale, Samuel? Pour répondre à ça, moi, j'aimerais donner un mot du général Paul Émy, qui était au Madagascar en 1947, où il avait dit: nous devons rétablir l'ordre à Madagascar coûte que coûte. L'insurrection ne sera pas tolérée et nous utiliserons tous les moyens nécessaires pour y mettre fin. Alors, il y a aujourd'hui, il y avait une réaction brutale de la part des autorités, mais un historien, Jacques Tronchon, il a consacré un livre qui s'intitule L'insurrection du Madagascar de 1947, où il dit que c'est une drôle d'insurrection pour lui. Pourquoi drôle? Parce que voilà une insurrection dont la date et l'heure du déclenchement était pratiquement connue par toute l'administration coloniale. Les représentants de l'administration coloniale au niveau des différents districts avaient l'information. C'est-à-dire, notamment, à partir du début du mois de mars, ils savaient qu'il y avait une insurrection en préparation. C'est pourquoi on parle d'une manipulation. C'est-à-dire, on a manipulé les Malgaches pour les massacrer ensuite. Mzoura. Oui, effectivement. Et donc, moi, je dirais à ce point que déjà ils ont étudié la situation bien avant. Et puis, que ce soit du côté des Malgaches, que ce soit du côté des Français, ils étaient préparés pour ça. Et même les Français, ils attendaient à ce que ils arrivent à ce moment-là. Donc les Malgaches, quand ils arrivaient avec leur talisman et ils avaient même ils étaient mal armés, on doit le rappeler. C'était exactement. des coupes, des saguets. Ouais, il faut dire, c'est des gens. Il faut comprendre qu'ils avaient les moyens du bord en réalité. Parce que si on revient en arrière, on voit que c'est des gens qui en ont marre. Parce que moi, j'aime dire le mot, il y en avait marre. D'ailleurs, quand ils ont lancé l'insurrection, on a ciblé donc notamment la gendarmerie, les quelques postes de police, certaines casernes mal surveillées, etc., dans le but de récupérer les armes et non pas de faire des victimes, n'est-ce pas? Oui, effectivement, parce que leur but en réalité c'était que certaines choses puissent changer, parce qu'ils avaient cette envie de changer des choses. Mais moi, je vais revenir sur cette manipulation qui est là, parce que en réalité, comme vous venez de le dire, parce qu'ils étaient au courant de ce qui s'est passé, mais ils attendaient à ce que, parce qu'ils avaient provoqué pour que, non seulement, il faut comprendre les deux parties. Une des parties, ils attendaient le moment parce qu'ils savaient, ils étaient au courant de tout ce qui s'est passé. Il fallait en finir avec eux. Il fallait en finir avec eux. À travers même le mot en finir avec eux, je vais même répondre sur le nom du gouverneur, les mots du gouverneur général Armand Ané de 1947, où il dit: nous ne permettrons pas que l'ordre colonial soit menacé. Mais la phrase qui m'intéresse le plus, c'est ça: toute tentative de révolte sera écrasée sans pitié. En fait, c'est ça. Ils attendaient d'être écrasés sans pitié. Ce qui est plus important, c'est ça, en disant, tout ce qu'ils attendaient, c'est voir, c'est que ces Malgaches, ces Malagasy, excusez-moi s'ils m'attendent, moi il faut prononcer Malagasy parce que je suis désolé sur ça. Les Malagasy, eux, ils étaient là pour une raison, mais les colons français, eux, ils étaient là pour une autre raison. Ils voulaient faire ce massacre, ils voulaient les exterminer parce ils voulaient en découdre avec eux. Et regarder une personne qui vient avec une pioche, qui vient avec une pelle, etc., alors qu'ils étaient armés. Et en regardant, comme vous venez de dire, ils allaient dans des endroits pour récupérer certaines armes, comme les postes de police, etc. Mais eux, ils étaient au courant. Ce qu'ils attendaient, c'est tout, qu'ils arrivent et qu'ils en découdent et qu'ils les massacrent. Et ce qui a suivi avec une situation de 1947 avec le massacre. Voilà, donc est-ce qu'il n'y a pas eu de précipitation? Parlons d'approche, c'est-à-dire l'approche suivie par les insurgés. Moi, je dirais que oui, il y a eu de la précipitation de ce côté-là, parce que ils avaient leur raison déjà pour ça. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, on en parle peu de ce massacre ou bien de cet événement tragique de 1947. Et à cette époque-là, c'était quelque chose qu'il fallait. C'était quelque chose de défini. C'était pour l'avenir de leur nation. Oui, par exemple, moi j'aimerais rendre hommage, c'est cette personne que j'ai rencontrée en faisant des recherches sur lui lors de ce massacre. Oui. Donc son nom encore, il s'appelle Ravelo Johanna. Donc c'est l'un des leaders des nationalistes. Ouais, l'un des leaders nationalistes. Moi j'aimerais venir sur un extrait de ses discours. J'ai cherché un peu pour trouver un extrait de ses discours où il disait: mes frères et sœurs Malagasy, nous sommes liés par notre histoire, notre culture et notre destin commun.
Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une épreuve qui met à l'épreuve notre détermination et notre unité. L'injustice coloniale ne peut plus être tolérée. Il est temps de lever nos voix et de défendre notre terre sacrée. La quête de la liberté est sacrée et nous devons être prêts à payer le prix. Ensemble, main dans la main, nous pouvons forger notre destinée, libérer notre nation du joug colonial et offrir à nos enfants un avenir digne et indépendant. Restons forts, restons unis, car c'est dans notre unité qui réside notre force. Que Dieu bénisse le Madagascar. Que Dieu bénisse le Madagascar. Restons unis. C'est donc le message a été très très décodé par la France, l'administration coloniale, qui a justement ciblé l'unité du peuple malgache. Donc ils vont frapper l'unité du peuple, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Comme parce que déjà, première riposte donc au soulèvement. Oui, 47. Effectivement. Déjà le peuple, il était compris. Ils ont tous participé. Tout le peuple a participé. Ah oui. Hommes, femmes, oui, enfants. Effectivement. Tout le monde a participé à cela, à cette révolte. Et les Français aussi, ils ont répliqué d'une manière atroce à toute l'unité donc ça mettait en danger toute l'unité de la nation. Exactement. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, je trouve que c'est nécessaire de relever cette question et de parler de cette révolte de Madagascar. Samuel. Effectivement, c'est pour ça on regarde en disant. Mais moi je me dis aussi d'une part en disant ils étaient conscients de ce qui allait se passer. Ouais. Mais c'est pour ça même à travers ces mots, moi ça m'a touché en disant coûte que coûte, main dans la main. Ils sont prêts, ils étaient prêts, ils savaient qu'ils allaient être tués, ils savaient qu'ils allaient être tués. Mais ça revient sur ce peuple-là qui se disait peu importe, parce qu'eux aussi, ils n'étaient pas cons. Ils savaient que non, ils ont appris, etc. Ils nous attendent, ils savaient. Mais le côté, c'est-à-dire que, d'une part, il s'est dit, si on fait rien, il n'y a rien qui va se passer. Mais qu'on essaie de faire au moins quelque chose, qu'au lieu de laisser les choses se passer comme ça se passe tous les jours. C'est-à-dire que c'était ce peuple-là qui en avait marre et qui était prêt à ce que les choses puissent changer. Mais il savait qu'il y a des prix à payer. Et moi, ce qui me tient à cœur, c'est-à-dire que on peut dire que c'était précipité ou pas précipité, mais eux, ils étaient prêts à donner leur vie pour avoir cette liberté contre les colons français. Zora, on termine avec vous concernant donc oui. l'issue terrible de cette insurrection. De la conquête jusqu'à l'insurrection de Madagascar, moi je dirais que l'insurrection de Madagascar c'était décisif pour l'avenir de Madagascar, donc c'était vraiment important. Samuel, moi je dirais... C'était quand même particulière. Hein. C'est la première insurrection dans les colonies après la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'était la première insurrection. Et c'est là où moi j'aimerais dire en réalité en disant... si on regarde tous ces massacres, il y a des histoires, etc., ouais. Pourquoi on n'a jamais eu de retour sur ça? C'est-à-dire qu'il y a des preuves, il y a des choses qui ont été écrites, mais jusqu'à présent, on dirait, d'une part, il n'y a pas encore eu réparation, comme Mezo a pu le dire. Jusqu'à présent, vous savez, il y a des séquelles dans les cœurs des gens, il y a des séquelles dans les nations, il y a des milliers de morts qui ont suivi. Mais il y a des récits, mais pourquoi il n'y a pas encore eu d'action? C'est-à-dire que pour ça, c'est-à-dire que moi je dirais en disant Afrique, que nous soyons unis et que nous soyons plus dupes à travers tout ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire qu'en tant qu'Africains, nous devons être unis et nous devons aussi payer les prix comme nos frères qui ont payé le prix. Merci pour aujourd'hui. Samuel Akizimana, Zora El-Hiani. La semaine prochaine, nous allons justement revenir sur l'ampleur du massacre, c'est-à-dire la répression que la France coloniale a menée au Madagascar au lendemain du déclenchement de l'insurrection du 29 mars 1947. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute sur les ondes d'Hyperion FM, la voix africaine.